Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons essayer l'ordre de Veyel. La Fureur du Roi, le chapitre 1 de chez Paria Éditions. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 7, 15 ans et plus, à peu près 90 minutes de jeu. La boîte est très classe, ça fait un bouquin quoi, c'est super chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Alors l'ordre de Veyel, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre un jeu de rôle et un dungeon crawler, à peu près, dans lequel le but du jeu c'est d'aller taper la tête à un grand méchant, quand on va arriver au bout du donjon qui est là-bas, et on part du donjon qui est ici. Et on va descendre les ailes du donjon au fur et à mesure qu'on va avancer dans le donjon. Pour ce faire, nous avons des personnages à jouer. Donc moi, j'ai pris le chevalier et l'aventurier pour cette partie. Mais il y en a une tétrachie de personnages. Alors attendez, je vais prendre. Je vous montrerai les boss après. C'est pareil, les boss, il y en a pas mal. Personnage, donc il y a le chevalier là, qui est le tank du jeu, par excellence. L'aventurier, qui commence avec un arc court. Et comme objet, le passe-partout, qui lui permet d'ouvrir les coffres sans dépenser d'argent. Parce que quand on va tomber sur des coffres, on peut les ouvrir en dépensant des cristaux, qui est la monnaie du jeu. Les cristaux que voici. Qu'on gagne au fur et à mesure qu'on va descendre dans le donjon, on va tuer des monstres, on va gagner des cristaux, etc. etc. Les personnages, donc ils sont au nombre de je ne sais pas combien, il y en a beaucoup, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, moi j'en ai 14 dans ma boîte. Donc le chevalier et l'aventurier, on a également l'assassin, le pyromancien, très classe. Donc l'assassin qui a un gros DPS mono-cible, le pyromancien qui est un DPS à peu près multi-cible. Le seller qui est une sorte de magicien qui permet de fixer les pièces du donjon, les salles du donjon, parce qu'en fait le donjon bouge à chaque niveau. À chaque fois qu'on finit une descente de donjon, on revient à notre zone de repos et le donjon a bougé. Donc le seller permet, lui, d'éviter que certaines pièces ne bougent. Le magicien, qui est un gros DPS mono-cible. Le briseur de horde. Donc bon, hein, voilà, rien qu'avec sa tête, on voit ce qu'il fait. Hein. Donc lui, force de frappe, défenseur. Donc force de frappe, c'est les DPS, défenseurs sont les tanks. Donc il peut jouer soit le rôle de défenseur, soit le rôle de tank, et nous ont tous chacun 2 capacités, au niveau 3 et au niveau 5, sachant qu'on part de niveau 1 et on peut aller maximum niveau 5. Donc le briseur de horde, lui son pouvoir c'est ses pouvoirs, donc il peut aller choper un ennemi qui est à l'arrière pour l'amener devant, comme ça tout le monde peut lui taper dessus, parce qu'il y a une notion de profondeur dans ce jeu. On ne peut taper que les ennemis qui sont devant soi, sauf si on a une arme à distance, et là on peut taper n'importe qui. Et une charge dévastatrice qui lui permet d'infliger des dégâts aux 3 premiers ennemis qui sont devant. Le guérisseur, bon, comme son nom l'indique, il est là pour guérir. Capacité au niveau 5 de résurrection, c'est le seul qui peut le faire. Le brigand, j'aime beaucoup le brigand, qui est à la fois support et défenseur. Défenseur tank, support, c'est qu'il a des capacités qui lui permettent d'aider les copains. Donc lui, par exemple, en plein combat, il peut aller monter chez l'alchimiste, qui est là-haut, là-bas, pour aller acheter des objets et revenir. Donc en plein combat, on a un cours de potion de soin, hop, le brigand, il s'éclipse, il va chercher la potion de soin, il revient, et puis il a donné un petit copain, etc. etc. Le barbare, lui, barbare, voilà, force de frappe défenseur, hein. Soit il tape, soit il défend. Donc ses compétences dans ce sens-là. La chamane, très sympa comme personnage, très compliqué à jouer, enfin compliqué. Il y a une mécanique un peu particulière, c'est qu'elle sacrifie de l'endurance et la vitalité, pour soigner les copains, et du coup, voilà, donc je crois que c'est ça, elle soigne, elle utilise sa vitalité pour soigner, je crois, c'est ça, et son endurance pour récupérer sa propre vitalité. Voilà, l'érudit,
qui est un peu comme le seller a un pouvoir sur les salles qu'on va parcourir, c'est qu'il peut retourner une salle avant qu'on rentre dedans, voir ce qu'il y a dedans. Si c'est un piège, par exemple, on va choisir de ne pas aller dans cette salle, plutôt d'aller dans une autre salle. La bardesse, qui elle est un petit peu un personnage tout faire, force de frappe, support soigneur, qui commence avec un objet spécifique à elle, qui est la guitare, le luth, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et qui lui permet donc, avec sa capacité niveau 3, de faire différentes actions, soit de soigner, soit un point d'endurance aux alliés, soit de taper. Voilà en gros les personnages. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a sur le site de Paria, le créateur du jeu a très très bien expliqué tout ça. Il a fait plusieurs vidéos qui expliquent les différents personnages, à quoi ils servent, comment les monter. Donc c'est vraiment bien fait, bien foutu. Voilà. Donc rapidement, je prends une fiche de personnage de l'assassin. Donc il commence avec des compétences de départ: vitalité, endurance, force, dextérité, intelligence, foi, défense, réduction des dégâts. Une jauge, voilà, on part là, par exemple je pars à 5 de vitalité, donc je mets un petit curseur ici, et quand j'arrive à 0, mon personnage il est mort, jusqu'à ce qu'on revienne à la zone de repos. Pareil pour l'endurance, elle commence à 7 d'endurance, je mets mon petit curseur ici à 7, et tac 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 tac. On a l'équipement de départ aussi des personnages, je commence avec 2 dagues. Elle peut porter une armure qu'on mettrait ici, une arme à une main qu'on mettrait ici, une arme à une main, un autre bouclier qu'on mettrait ici, une arme à 2 mains qu'on met là, ici, du coup ça couvre les 2 emplacements, et des runes. Les runes permettent d'augmenter nos caractéristiques. Voilà, parce que soit on peut augmenter les caractéristiques en utilisant des niveaux, soit en utilisant des runes. Et à ce moment, on met des petits marqueurs de ce style-là, dans les emplacements prévus à cet effet. Ça, c'est pour les personnages. Maintenant, il faut bien qu'on ait un but, il faut bien aller taper du méchant. Donc les méchants, qui sont-ils? Nous avons 4 boss qui ont différentes mécaniques de jeu. Nous avons l'âme du chasseur calciné. Très classe. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons le roi Beltram Uraïs. Beltram, pardon. Voilà. Et nous avons Talman, ou Talman, je ne sais pas comment on prononce, l'apprenti de l'ordre. Voilà. Donc ils ont tous plus ou moins de points de vie. Voilà, en fonction de la difficulté que l'on souhaite. On prend tel ou tel boss. Donc je crois que dans l'ordre, le plus simple, c'est l'âme du chasseur calciné. Ensuite, la grande prêtresse, le roi. Et enfin, pour finir, l'apprenti. Voilà, le Talman. Donc, on met sa petite fiche de boss. Moi, je vais choisir de combattre, pour l'exemple, l'âme du chasseur calciné, que je mets sur les petits supports. Il y a des petits supports comme ça, qui permettent d'enclipser les feuilles de monstres et les feuilles de personnages. Les feuilles de boss, par exemple. Moi, j'utilise ça comme ça. Ça permet de mettre ma feuille ici. Voilà, on ne la voit pas. Donc, je la laisserai de côté. Quand on sera au boss, je la mettrai sur le plateau de jeu quand on arrivera au boss. Pour l'instant, je la mets là, sur le côté, ici. Ensuite, nous avons des petites feuilles de récapitulation des petits encarts là, pour les récapitulatifs, pardon, pour les différents boss. Voilà. Nous avons des monstres que nous allons rencontrer dans le donjon. Donc ça va du zombie, des rats, des statues, des squelettes, des zombies, voilà, des ghouls. Voilà, plein de petits monstres. Voilà, donc une tête à chier. Il y a les mêmes, ils sont en double ou en triple, je crois, à chaque fois. Voilà, donc il y en a une quantité. Et parmi tout cela, parmi tous ces monstres, nous avons une pile spécifique aux monstres puissants. Donc des gros monstres qui tabassent fort et qui font bien mal. Donc le dévoreur d'âmes, l'araignée géante, la liche, voilà, qui ne vient pas tout seul, qui vient avec des copains, le chevalier noir, qui est un bon gros tank, je crois que on ne peut pas le taper tant que les autres, on peut pas taper les autres tant que lui est encore là. Et le dernier géant, alors lui je crois qu'il tape très 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 fort, il fait très mal. Voilà.
Comment se passe le jeu? On va descendre dans le donjon, et puis au fur et à mesure qu'on va descendre, on va expliquer la partie. Alors c'est un jeu qui est censé se jouer avec un maître du donjon, qui va jouer les monstres, qui va s'occuper d'agencer un petit peu le donjon en fonction de son envie, de comment il fait, de tirer des cartes événements. Les cartes événements, c'est des petits coups fourrés qu'il peut lancer au fur et à mesure de la partie contre les adversaires. Donc moi étant tout seul ici, je vais jouer en mode solo, sans mettre du donjon. Donc il y a toute une mise en place à réaliser qui est expliquée dans le livre de règles. Le livre de règles d'ailleurs qui est là. Voilà. Le livre de règles, il n'y a pas gras, il fait 23 pages. Voilà, donc il vous explique un peu les personnages, comment jouer sans maître du donjon. Donc c'est-à-dire que typiquement, voilà, en fait le maître du donjon, tout se base à grands coups de dés de 20, comme dans les jeux de rôle. Donc quand il n'y a pas de maître de donjon, on lance pas de dés de 20. Voilà, on a une valeur par défaut. Alors j'expliquerai ça au fur et à mesure. Voilà, nous avons différentes règles autour des joueurs qui est expliqué. Voilà, quel boss choisir quelle carte, parce que chaque boss vient avec une salle spéciale et un événement spécial. Les salles, c'est les cartes qui sont déjà positionnées là. Et un événement propre à ce boss-là. Le déroulement de la partie, les fameux coffres, comment préparer le donjon. Par défaut, il y a forcément, les 3 premières salles, c'est forcément des monstres. Et les 3 salles suivantes, donc monstre, là je ne sais pas. Enfin, si je sais, c'est 2 coffres et une salle vide, mais qui sont mélangés. Je les ai mélangés, donc je ne sais pas quelle salle je vais rencontrer. Les équipements, c'est assez simple, les équipements, il n'y a pas de blague. Une épée courte, par exemple, l'épée courte, voilà, ça c'est les minimums dex force pour la porter, donc il faut au minimum 4 en dex, 3 en force. C'est une arme d'assassin, voilà, donc c'est valable pour l'assassin, a priori, qui lui permet de porter plusieurs armes d'assassin et d'attaquer avec ces deux armes en fonction des compétences qu'elle a. Inflige 3 points de dégâts, c'est une arme à une main, ce petit symbole, une arme de corps à corps, et qui utilise la dextérité. Alors, quand on dit que ça utilise la dextérité, c'est que quand on va vouloir attaquer, on va lancer un dé de 20, auquel on va rajouter la caractéristique de notre arme. Là, par exemple, moi, si j'attaque avec mon chevalier avec l'épée courte, je vais lancer un dé de 20 auquel je vais rajouter son score en dextérité. Actuellement, il a 6. Voilà. L'aventurier, c'est le même principe. Il a un arc, donc, sauf que lui, c'est une arme à 2 mains, avec ce petit symbole-ci. Il attaque à distance, et pareil, il utilise la dextérité. Il faut 8 de dex, 4 de force pour pouvoir le porter, il inflige 4 points de dégâts. Nous avons une tétrachier d'objets. Alors, il y a 2 piles, j'ai fait 2 piles d'objets. Voilà. Alors, j'utilise une petite variante dans les règles. Ce qui est assez cool avec ce jeu, c'est qu'on peut facilement adapter les règles. J'ai vu sur un site, même sur le site de Pareille Édition, ils mettent un lien d'un gars qui a fait des vidéos pour mettre des variantes de règles dont une que je trouve particulièrement sympa. C'est sur la pioche des objets. Par défaut, tout est mélangé. C'est qu'on a des objets de 3 catégories. Niveau bronze, niveau argent et niveau or. Et tout est mélangé au départ. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand on tire des cartes, suite à un événement, quand on a battu un monstre, on va récupérer du loot, et on peut être amené à tirer des cartes, et on peut tomber rapidement, je sais pas, moi sur des cartes gold, par exemple, comme celle-là. Alors bon, ça c'est un mauvais exemple, parce que les runes, on peut toujours les porter. Mais, tiens, on va prendre le pavois, là, par exemple, le pavois, qui est à la fin, donc le meilleur bouclier du jeu. Le pavois, il faut 9 de force, 5 de dextérité pour le porter. On tombe ça, on le tire sur une des premières runs que l'on fait, on ne peut pas le porter, parce qu'il faut 9 de force. Mon chevalier commence à 6 de force. Pour arriver à 9 de force, il me faut 3 que je rajoute soit en niveau, soit en rune. Donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc il peut arriver certains cas où on est, comme des parties de test que j'ai fait, on tombe que sur des objets gold ou des objets argent, et on ne peut pas les porter. Si on n'est pas stuffé au départ. Et j'ai trouvé la règle alternative très sympa, c'est qu'on fait 2 tas. Un contenant uniquement les objets gold et silver, donc or et argent, et une qui ne contient que les objets bronze. Voilà, que les objets de base en fait. Et on ne pioche au début du jeu que des objets dans le tas. Dans le tas des objets bronze. Ce qui permet de stuffer ces personnages assez facilement au début. Voilà, et de pouvoir avancer progressivement et plus sympa. Et je trouve que ça
Ça rajoute un aspect au jeu, un aspect Diablo, si vous voulez, au jeu, où on tape du mob, on trouve des loots, et puis hop, on les équipe, et etc., etc., quoi. Donc je trouvais ça très sympa. Donc je vais jouer avec cette variante de règle-ci, et je vais jouer avec les règles de base pour le reste. Hop. Que dire d'autre? Alors nous avons donc le donjon, qui est ici. Donc par défaut, j'ai 6 cartes présentes. Une aile ouest tout au bout, tout au fond, une aile centrale et une aile du coup est. Voilà. Et on choisit sur quelle aile on va s'engager. On choisit si on veut l'aile centrale, si on veut l'aile ouest, ou si on veut l'aile ouest. Voilà, je crois que j'ai dit. Toujours des problèmes de mise au point de caméra, c'est très très pénible. Et puis en fonction de ça, je vais prendre notre petit jeton ici qui représente les joueurs, et puis je vais le mettre là, et puis on va avancer dans le donjon. Là, je vais retourner la carte, je vais résoudre cette carte. Une fois que c'est fait, soit ça se passe très mal, tout le monde meurt, on revient là, soit ça se passe bien, puis on passe à la salle d'après. Nous avons la possibilité, en cours de jeu, de changer d'aile. Tout ça, c'est dans les règles, donc je vous fais un rapide résumé, quoi. C'est-à-dire que si jamais je me rends compte que moi, je veux pas aller là, mais je veux aller là, c'est tout à fait possible, sauf que ça va me coûter une carte événement. Dans ces cas-là, le maître du donjon va tirer une carte événement pour pouvoir la jouer plus tard. Là, je n'ai pas de carte de maître du donjon, donc je vais tirer une carte événement de la case des événements, qui est où ma petite pioche des événements? Elle est là. Ma petite pioche des événements est ici. Voilà. Donc il y a différents trucs, hein, des cartes de brisure qui cassent l'objet d'un personnage, du mutisme, des pièges, voilà, des pièges, qui affichent des points de dégâts à tout le monde, voilà, etc., etc. Donc quand je change d'aile, le maître du donjon obtient une carte événement supplémentaire dans sa main. Donc ce nombre de cartes d'événement dépend du nombre de joueurs et dépend du nombre de notre état d'avancement dans le donjon. C'est tout marqué au dos des règles. Là, par exemple, vu que je joue à 2 joueurs, alors, en temps normal, donc c'est 4 jeux, donc le jeu est recommandé pour 4, hein. Donc 4 joueurs, donc 0, 0, 0. Moi je joue à 2, donc les boss, ils commencent avec moins 30 points de vie, les monstres puissants avec moins 8 points de vie et moins une carte événement. Les cartes événements, si j'ai 6 cartes dans le donjon, je commence avec une carte événement, 9 cartes de cartes, etc. Donc moi je suis à 6 cartes dans le donjon, j'ai 6 cartes positionnées, je dois normalement avoir une carte événement en jeu, mais comme je joue qu'à 2 joueurs, j'ai moins une carte, donc il y a 0 carte événement pour l'instant. Une carte événement, du coup, le maître du donjon les lance quand il veut, mais vraiment quand il veut, il peut tout balancer d'un coup, il peut les lancer pendant les combats, pendant les phases de repos, enfin bref, voilà. En tant que joueur solo, et donc sans maître de donjon, ce qui se passe, c'est lorsque je lance un dé d'attaque, et que je fais 5 ou moins, une carte événement est déclenchée. Donc j'ai déjà préparé pour la suite du donjon mes cartes événements, c'est-à-dire que pour cette partie-là du donjon, j'ai préparé une carte événement de la pioche. Pour là, j'en ai 2, et pour là, j'en ai 3. Voilà, qui sont déjà prêtes. Voilà, comme ça, quand j'arriverai là, je n'aurai plus qu'à préparer tout ça. Alors, vu qu'il n'y a pas de maître du donjon, et que tout se base sur des jets de dés, comment fait-on? Parce que nous, les attaquants, et quand on attaque ou quand on défend, le joueur va lancer un dé de 20, et va additionner soit sa caractéristique qui va être d'attaquer, soit sa défense pour se défendre. Eh ben, le maître du donjon, il a des valeurs par défaut. Alors, là c'est pareil, on peut adapter les règles. C'est que si on veut lancer les dés, on lance les dés, c'est pas un souci. Mais dans les règles, ce qu'ils préconisent, c'est que tant qu'on est à ce niveau de difficulté, alors ils appellent ça des niveaux de difficulté. Donc les 6 premières cartes du donjon, c'est le niveau 0, on va dire. Première difficulté, on rajoute une ligne. Deuxième difficulté, on rajoute une autre ligne. Troisième difficulté, on rajoute encore une dernière ligne. Et les valeurs par défaut sont les suivantes. 5, 7, 9, 11. C'est-à-dire que, par défaut, les monstres, ils vont lancer les dés comme s'ils faisaient toujours un 5 à ce niveau-là. Là, toujours un 7, là, toujours un 9, et là, toujours un 11. Donc, pour le premier run, mes monstres que je vais affronter, ils feront 5, plus les valeurs qui sera sur leur carte. Deuxième run, ils feront 7, plus les valeurs, etc., etc., etc. À chaque fois qu'on va descendre dans le donjon va, ce qu'on appelle la corruption du donjon, je crois, dans les règles, va se remélanger. La corruption, c'est ça, voilà. Le donjon change constamment, c'est tout expliqué. Donc on prend les cartes qui ont été retournées dans le donjon, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On va prendre 2 autres cartes qui sont non retournées, on va mélanger tout ça et on va les remettre en place. Ce qui fait que le donjon n'aura jamais la même tête. Une autre règle alternative, c'est de tout remélanger à chaque fois. Voilà, on remélange tout et puis on se pose pas de questions. Je n'ai pas encore essayé ça, pour l'instant, voilà, je reste comme ça.
Nous avons de l'alchimie. Alors l'alchimie, donc c'est pas une pioche, c'est un marchand. Donc du coup, on peut y aller, puis on peut acheter. On peut dépenser des cristaux pour acheter des objets. Donc il y a des couteaux, il y a des bombes, il y a des sorts de soins, il y a des potions de soins, par exemple des pierres de résurrection, etc. etc. Pour le forgeron, c'est une pioche, hein, donc on pioche des cartes dedans. Donc la règle alternative que j'ai mis en place, enfin que j'utilise, pardon, c'est donc de taper dans le petit paquet ici des objets de base, tant qu'on est dans les deux premiers niveaux du donjon. À partir du moment où on atteint les niveaux 3, 4 et 5, on peut taper, on peut choisir, soit dans cette pioche-là, soit dans cette pioche-là, comme on veut. Voilà. Donc, on peut dire qu'on commence à être un petit peu monté en niveau et on va pouvoir porter des objets plus intéressants. À chaque fois qu'on a fini un étage, une descente dans le donjon, c'est-à-dire que là, typiquement, là, j'ai niveau 1 du donjon et niveau 2 du donjon. J'ai pas de salle niveau 3. On revient à nos zones de repos. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant ça, le forgeron, lui, il a fabriqué des objets et il nous permet, on peut tirer 5 objets de la pile, donc soit de cette pile-là, si on est dans les deux premiers, si on est encore au début du donjon, soit dans celle-là, soit dans les deux, si on est descendu plus bas dans le donjon, avec les règles alternatives. Et ces objets ont des coûts. Typiquement, l'épée courte, elle coûte 1. Voilà, donc je peux l'acheter pour 1. Un rubis. Le rubis, c'est la moitié du jeu qu'on gagne. Ce qui n'est pas acheté par le forgeron va dans sa défausse. On ne pourra plus jamais l'acheter. Les objets que l'on gagne au fur et à mesure que l'on combat les monstres, eux, sont placés dans un sac sans fond. C'est qu'on peut avoir 1000 objets si on veut, c'est pas un souci. Voilà, pour parer à toute éventualité, etc., etc. Quand un objet se casse, on peut les prendre dans notre sac sans fond pour aller s'équiper d'un nouvel objet. Pas pendant les combats, hein, une fois que le combat est fini. Ou quand on est dans la zone de repos. Tous les objets peuvent se vendre au forgeron pour un cristal. Voilà, que ce soit des objets, de niveau 4, de niveau gold, pardon, qui coûte 4 à l'achat, il va se revendre forcément 1. Pour monter de niveau, c'est important pour monter de niveau, c'est quand même un jeu basé sur des niveaux. Nous sommes niveau 1 par défaut, pour passer niveau 2, on va consommer autant de cristaux que notre niveau actuel. Donc pour passer niveau 2, je vais utiliser un cristal. Pour passer niveau 3, vu que mon personnage sera donc, c'est là, niveau 2, je vais donc utiliser 2 cristaux, etc., etc. Donc c'est assez simple. Et quand on monte de niveau, on choisit ce qu'on veut augmenter comme caractéristique. Il y a eu quelques couilles dans les règles. Les monstres, quand on les bat, ne donnent pas 2 dés, mais un seul dé. C'est marqué sur la fac sur leur site, je crois. Donc un monstre, quand on le bat, donne 2 cristaux, sans déconner quoi, 2 cristaux, et un dé. Ce dé, c'est un dé de 6. Ce dé, on va le lancer. Si c'est un chiffre pair qui sort, on peut piocher un objet. Si c'est un chiffre impair, tant pis, le monstre n'a rien donné. Voilà. Après, il y a différentes choses à mettre en place que l'on verra au fur et à mesure du jeu, notamment au niveau des monstres puissants et des boss. Il y a certains monstres puissants et certains boss qui ont des capacités qui se déclenchent. Alors bon, normalement c'est le maître du donjon, le MDD qui choisit quand on l'a déclenché. Mais là, vu qu'il n'y a pas de maître du donjon, généralement je pars sur des dés de 6, ou en fonction de ce qu'il y a à faire, si c'est un déclenche ou pas, je lance un dé de 6, si c'est pair ça déclenche, si c'est impair ça déclenche pas. On adapte, on adapte les règles. C'est quand même un jeu qui est quand même fait pour être un jeu avec un maître du donjon, hein. Faut rester ça en tête, même s'il y a une variante solo. J'ai fait 1 ou 2 parties et on sent qu'il y a quelques petites, pas lacunes, mais quelques petits manques au niveau du solo, parce que ce jeu, à mon avis, est prévu pour avoir un maître du donjon. On s'en sort avec les lancers de dés solo, c'est pas un souci, hein, mais je pense que c'est plus adapté à un jeu avec un maître du donjon. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, j'ai fini ma petite présentation. On va pouvoir commencer la partie dans peu de temps. Je vous dis à tout de suite. Bisous.